Merci de nous accueillir, Isabelle et moi. Donc, je suis heureux personnellement de continuer à vous raconter, en somme, ce que les neurosciences nous disent sur ces choses tellement importantes pour nous. Et donc, la deuxième rencontre, on va parler de la complémentarité, la relation homme-femme. On n'est pas seulement différents, on est différents pour être complémentaires. Moi, ça a été assez tard, la découverte de ça dans notre vie, petit à petit. On a découvert qu'on était différents, ça, on le voit assez vite. Quand on est entre garçons et filles, qu'on est différents, on le voit. Mais le fait que c'est pour une complémentarité, on l'a découvert beaucoup plus progressivement. Je vais essayer de vous montrer le support biologique de notre complémentarité. Je vous rappelle on s'était posé 3 questions. Est-ce qu'il y a une part innée à notre personnalité? Oui. Oui, les fondations de notre masculinité ou de notre féminité, on les reçoit avant la naissance, principalement. Ensuite, la difficulté qu'on peut ressentir parfois dans son adolescence, sa jeunesse, son adolescence, mais dans le fond, bon, je suis une fille, mais mon corps, c'est une fille, mais moi, je me sentirais plus un homme. Hein. Je pense à quelqu'un qui a témoigné de ça auprès de moi, qui pendant toute son adolescence s'est inquiété, elle aurait aimé être un garçon. Maintenant, c'est une merveilleuse grand-mère, heureuse, mais elle a eu ce temps très difficile pour accueillir son corps. Sa nature, en fait, c'est plus qu'un corps, c'est un être féminin, donc ça c'est une question importante. Et puis finalement, pour bien clarifier ça, et notamment pour pouvoir en parler autour de nous, c'est qu'est-ce donc que le masculin et le féminin, biologiquement? Donc on a 3 parties, et d'où on en est là, c'est-à-dire qu'on a vu déjà la moitié, on a vu naître, et on a vu la moitié de corps et esprit, et on va continuer en partant de là. Donc, on part par des questions qu'elle entend de répondre. Et la deuxième question concernant cette douleur de ne pas se sentir dans le corps qui convient pour son être, eh bien, c'est que l'harmonie entre corps et esprit, quel en est le fondement génétique, en quoi mes gènes m'aident à l'unité de mon être, et en quoi tout ça ne m'emprisonne pas, laisse exprimer ma liberté. Et pour accompagner ce thème-là, je prends Ruth Feldman, qui est une personne absolument extraordinaire, elle est tout à la fois neuroscientifique, mais elle a une thèse de philosophie, et elle est musicienne, vous voyez, une personne assez accomplie. Et je pense que c'est ce côté multiculturelle aussi, parce qu'elle est israélienne, mais elle enseigne aussi aux États-Unis, qui lui a permis de découvrir ce qu'elle appelle la synchronie biocomportementale. Je vais essayer de vous parler. En quoi notre biologie est en résonance avec notre manière de vivre, et en quoi, nous, dans notre couple, Isabelle et moi, eh bien, notre biologie nous aide à vivre notre complémentarité. En quoi la biologie est faite pour nous aider à vivre notre complémentarité. Donc, on va, pour cette question, aborder 2 éléments. Donc, tout d'abord, un rappel sur la place des gènes, des hormones, de l'éducation et de la liberté. Est-ce que quand on m'éduque, on m'emprisonne? Et ensuite, on montrera comment les hormones aident à l'unité corps-esprit. Comment l'hormone est faite pour nous aider notre unité d'être. Et donc, les chromosomes, en fait, ils font notre unité car ils sont présents dans toutes les cellules, sauf les globules rouges. Sous-entendu, on a le même chromosome, XX ou XY, que ce soit dans le lobe frontal ou dans les chevilles. Donc, ça nous aide à être un. Et en effet, donc, si on est homme, toutes nos cellules sont marquées par la présence de Y. Et si on est femme, toutes nos cellules sont marquées par le fait qu'on est XX. Les hormones agissent aussi bien sur le cerveau que le reste du corps. Et ça, dans le fond, c'est pas très ancien. Moi, quand j'ai fait ma médecine, Isabelle aussi, on ne nous a pas appris que les hormones agissaient sur le cerveau.
On ne nous a pas appris que nos hormones qui servent pour la fécondité servaient aussi pour notre être, en fait, pour notre personnalité. Si, elles vont être très importantes. L'éducation, en fait, est nécessaire pour nous montrer notre horizon d'homme ou de femme. Un petit garçon, il est bon qu'il voit que son horizon, c'est peut-être comme son oncle, comme son papa ou comme l'ami de la famille. Bien entendu, il est bon qu'il sache que son horizon est celui d'un homme et peut-être d'un père. Et la petite fille, il est bon qu'elle sache que son horizon, c'est être une femme dans le monde actuel et peut-être une maman. Sous-entendu, l'éducation est très très importante et en effet, l'éducation va participer à la construction de la personne. L'éducation n'est pas du tout à bannir comme si ça nous empêchait de devenir ce qu'on est. C'est de la même manière que si on veut, je sais pas moi, chanter, on a besoin d'apprendre les gammes, ça ne va pas se faire tout seul, on a besoin de vocaliser. De la même manière, pour devenir pleinement ce que l'on est, on a besoin d'être accompagné. On ne peut pas le faire tout seul. Ce qui fait qu'en ce moment, les enseignants ont un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que malgré les hésitations de notre société face au masculin-féminin, les enseignants doivent très paisiblement continuer paisiblement à montrer la beauté de la féminité et la beauté de la masculinité, la grandeur de cette complémentarité. Et c'est la liberté vient développer tout ce potentiel que l'on a. En effet, par nos actions, eh bien, on sculpte notre personnalité. C'est-à-dire que quand on pose des actes, par exemple, moi, je suis un homme, nous avons eu, Isabelle et moi, des garçons et des filles, et je me rappelle très bien que notre garçon, on l'a accompagné pour qu'il prenne goût à prendre soin. Parce qu'il est maintenant époux et papa, et sa mission, c'est de prendre soin avec délicatesse du trésor qu'il a à la maison. Et donc, la liberté, c'est par les actes qu'il a posés en apprenant à prendre soin qu'il est devenu ce qu'il est. Et notamment, c'est un très bon fils de mon épouse. Il prend soin d'Isabelle, et moi, je sais que bon, quand je partirai, je suis tranquille, mon fils s'occupera de ça. Donc, en science, comment est-ce qu'on exprime ça en science? C'est une revue de neurosciences. Eh bien, elle exprime cette phrase que je vais tout simplement traduire. C'est le développement du cerveau est guidé par les gènes. Oui, c'est bien nos gènes qui sculptent notre cerveau, enfin qui guident notre cerveau, mais est sculpté par l'expérience. Hein. Comme vous le savez, on a déjà parlé, c'est la plasticité cérébrale. Si je fais de la musculation, mon muscle se développe. Si je prends l'habitude de prendre soin, eh bien, mon aptitude à prendre soin se développe, se muscle. La troisième question, c'est mais en quoi les hormones favorisent l'unité corps-esprit? Et là, c'est vraiment les découvertes de Ruth Feldman, absolument extraordinaires. Ce sont les mêmes hormones sexuelles qui agissent sur le cerveau et le reste du corps, on l'a dit, notamment l'homme. L'homme a une hormone absolument extraordinaire, c'est la testostérone. C'est une hormone fantastique. Non seulement ça lui donne son aspect d'homme, ses organes visibles extérieurement ou intérieurs d'homme, mais ça lui donne un tempérament d'homme. C'est une richesse extraordinaire. C'est-à-dire que ça lui permet de développer la forme masculine de l'empathie. L'homme a une empathie qui est tournée plus vers la globalité, le lointain. La femme, par sa nature et par ses hormones, les estrogènes, a une empathie qui est plus sur le proche. Elle a plus son souci de est-ce que là, autour de moi, tout va bien. Et donc ça, c'est un don extraordinaire que l'homme a biologiquement. Mais il y a trois autres éléments que la testostérone donne. La testostérone nous aide à avoir confiance en nous. Alors bien sûr, on peut avoir confiance en nous et très mal se comporter, donc c'est très ennuyeux. Mais quand on se comporte bien, la confiance en nous fait qu'on peut se lancer dans des grands défis. Confiance en soi. Au contraire, les estrogènes freinent un peu la confiance en soi de la fille. Ce qui la rend plus prudente, évidemment. Et ce qui est une bonne chose aussi. Deuxième chose, l'homme, par sa testostérone, revendique ses droits. C'est-à-dire qu'il
il est encouragé à exiger le respect de la subsidiarité. Vous avez déjà parlé de la subsidiarité ici. La subsidiarité, c'est le fait qu'une autorité supérieure ne doit pas se mêler de mes affaires si je suis capable de m'en occuper. Par exemple, des parents, moi, homme, en particulier, mais je pense qu'Isabelle n'aimerait pas non plus, je ne supporte pas, par exemple, que des gens extérieurs, je ne sais pas, les lois, les journaux, se mêlent d'éduquer les enfants. Car je suis capable de le faire, on est capable de le faire. La subsidiarité, donc, on est comme encouragé, les hommes, par la testostérone, à protéger, touche pas, ici c'est chez nous, cette maison c'est chez nous. Bon, prudence. La femme aussi, mais l'homme est plus enclin à protéger le respect de chez soi. Et enfin, la testostérone est un amplificateur. Sous-entendu, les garçons, quand ils font du bien, ils en font beaucoup, et quand ils font des bêtises, ils en font aussi beaucoup. Ça, c'est grâce à notre testostérone. Donc, il faut faire attention. Eh bien, quand on a, en effet, quand on a des intuitions de générosité, on sait que notre testostérone va nous pousser à être extrêmement généreux. Donc, cette qualité extraordinaire, la testostérone, d'amplifier nos actes. Chez la femme, ce sont en effet les mêmes hormones qui agissent sur le reste de son corps, les hormones du cycle féminin, par exemple, notamment en grande partie, et qui agissent sur le cerveau. Cela lui donne les aptitudes, notamment maternelles. Mais les aptitudes maternelles ne sont pas nécessaires que quand il y a un bébé. C'est cette attention aux autres, mais le prendre soin du plus proche. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que c'est très fort chez moi. S'il n'y avait pas Isabelle à la maison, je pense qu'il n'y aurait pas de fleurs dans la maison. Mais elle veille à ce que la maison soit plaisante. Elle veille à ce que les rideaux soient agréables. C'est une attitude qui est aidée par les hormones de la femme et les récepteurs que la femme a dans son cerveau pour ces hormones-là. C'est-à-dire que les hommes ont des récepteurs pour leurs hormones aux endroits qu'il faut, et les femmes ont des récepteurs pour leurs hormones aux endroits qu'il faut. Les femmes en particulier, on connaît déjà entre 40 et 60 lieux dans le cerveau qui sont sensibles aux hormones féminines. La femme prend en moyenne moins de risques, surtout lorsqu'elle est en période estrogénique. La période où elle est estrogène, elle prend moins de risques. Elle donne plus de place à la dimension émotionnelle. Nous, les hommes, on est quelque part protégés d'être conscients de ce qui est émotionnel. Mais ça peut être un handicap. Ici, il faut qu'il y ait la masculinité. Attention, on a organisé la soirée, il faut faire de la pédagogie, il faut accompagner. Et puis, il faut aussi la présence féminine qui a le souci, plus que l'homme en moyenne, à la dimension émotionnelle de la vie. En effet, le rationnel et l'émotionnel sont complémentaires et tous deux nécessaires. La femme prend plus facilement en compte les étapes nécessaires pour atteindre un but. Grâce à l'amygdale cérébrale de la femme, elle décompte tout ce qu'il y a à faire pour atteindre un but. Nous, les hommes, quelque part, on peut prendre une grande décision. Allez, on va quitter Saint-Nizier, on va aller se mettre plutôt, allez, pourquoi pas, Fourvière. Ça, c'est très masculin. La femme va dire, c'est sympa, ça, mais si on part à Fourvière, il faut changer... où est-ce qu'on se mettra, par exemple, pour une soirée comme ça? Il faut tout ce qui est à penser pour atteindre un but. Eh bien, l'amygdale cérébrale de la femme lui rappelle en permanence, et nous, beaucoup moins. Et puis, donc, moins d'inclination à se lancer dans l'aventure, parce que d'après les scientifiques, cela est vrai chez tous les mammifères, la femelle ayant plus le souci de la progéniture des enfants, eh bien, elle est moins encline à partir à l'aventure. Donc, vous voyez, ce ne sont que des exemples, mais des exemples qui montrent que ce ne sont pas des différences, c'est vraiment une complémentarité. Mais pour montrer la pointe de cette chose-là, quelque chose qui est merveilleux, je vous donne un exemple. Lorsque c'est la synchronie biocomportementale, comment nos hormones nous aident à vivre ensemble. Quand le bébé tète, eh bien, il provoque
dans la maman la sécrétion de deux hormones. L'ocytocine, qui l'aide à s'attacher à son petit. Parce qu'on peut très bien être une jeune femme et ne pas du tout se sentir mère. C'est tout à fait normal. C'est le bébé qui fait de la femme une mère. Et donc, au moment où le bébé tète, il envoie ce qu'il faut pour que la femme s'attache à son bébé. Et il y a une deuxième hormone qui fait éjecter le lait, l'ocytocine. Une deuxième hormone, c'est la prolactine, qui fait fabriquer le lait pour la prochaine tétée. Et bien cette prolactine, c'est l'hormone du prendre soin, qui aide la maman à avoir envie de prendre soin de ce petit auquel elle est attachée. Vous voyez? Donc, en fait, dans nos relations, on met en mouvement les hormones qui nous aident à devenir ce que l'on est. Les conjoints, lorsqu'ils ont une union intime, ont aussi tous les deux de l'ocytocine et de la prolactine, ce qui les encourage à s'attacher mutuellement l'un à l'autre et avoir envie de prendre soin l'un de l'autre. Ce sont des exemples. Et donc, vous voyez que nos hormones sont là, et nos neuromédiateurs, pour nous aider. On se met en route et ça nous aide à entretenir ce qu'on souhaite faire, ça nous aide dans notre liberté. L'harmonie intérieure et l'harmonie avec l'entourage se développent par l'interaction entre l'agir et le support biologique. On le voit, il y a un support biologique à l'agir. On parle de la communion, le fait d'être en communion. Comme ici, il y a une communion, eh bien, il y a une certaine synchronie de nos neurorécepteurs. Il y a eu des dosages comme ça qui ont été faits dans des groupes. Lorsqu'il y a synchronie, eh bien, on a certains neuromédiateurs qui sont tous un peu en moyenne plus haut, et lorsque l'ambiance se gâche, eh bien, le neuromédiateur change. Le corps et l'esprit vivent en synchronie en soi et dans la relation aux autres. Deux amoureux qui marchent dans la rue dans un moment où ils sont très bien, eh bien, leurs niveaux hormonaux sont en synchronie. Leur activité, quand on fait un certain type de DCG ou DEG, je veux dire, d'électroencéphalogramme, eh bien, il y a une certaine synchronie de certaines ondes. Quand on pose des actes en harmonie avec notre biologie, cela nous aide à devenir ce que l'on est. Donc nos hormones sont précieuses, respectons-les, elles nous aident à devenir ce que l'on est. Bon, ben, tout ça, ça nous donne envie, enfin moi, personnellement, ça me donne envie de comprendre ce que sont le masculin et le féminin. Et pour s'aider, on va prendre Charles Darwin. Charles Darwin, qui lui a tellement médité sur le masculin et le féminin, je pense qu'avant de publier sur le masculin et le féminin, je pense que c'est plus de 25 ans de travail. D'où vient le sexe masculin et féminin et à quoi servent les différences psychologiques? La plupart des espèces sont sexuées. Il y a très très peu d'espèces qui ne sont pas sexuées parce que, justement, la sexuation a permis, a ouvert des choses extraordinaires dans l'évolution des espèces. La sexuation est une répartition des tâches. Je prends l'exemple le plus caricatural, ce sont les semences masculines et féminines. Les spermatozoïdes sont tout petits, ils apportent le capital génétique et ils ont un flagelle pour se déplacer et des mitochondries pour avoir de l'énergie. C'est tout. La femme n'a pas à se déplacer, l'ovule, pardon. La femme n'a pas à se déplacer, n'a pas à se déplacer. Pas de flagelle. Mais l'ovule est très gros, car l'ovule apporte la nourriture pour la première semaine de développement de l'embryon. C'est la complémentarité des missions qui s'associe biologiquement. Et bon, dans le temps imparti, je ne veux pas vous le développer, mais cela se trouve, cette répartition des tâches explique, c'est la première raison du fait que cela s'est diffusé dans toutes les espèces végétales et animales. La beauté, c'est la deuxième grande dimension qui est, nous croyons en Dieu. Le Créateur a utilisé le masculin et le féminin pour faire jaillir la beauté. La beauté des plumes, par exemple, jaillit de l'attrait, c'est pour attirer, donc soit le masculin attire le féminin, soit le féminin attire le masculin. C'est l'attrait. L'attrait des insectes pour les fleurs part du
désir de beauté. Et cela a été très long à être accepté. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que c'était accepté, parce qu'on ne pouvait pas accepter que la beauté soit inscrite dans le génome en dehors des êtres humains. Bien sûr, la beauté, c'est quelque chose qui est inscrit dans toute la création, le goût pour la beauté, le goût pour le beau. Et c'est de l'attirance que jaillit la vie. En effet, c'est de l'attirance du masculin et du féminin que jaillit la vie. Cela permet la sélection qui a accéléré énormément l'évolution des espèces, parce qu'il y a toujours sélection, et donc les gènes qui sont transmis, ce sont quelque part les meilleurs, entre guillemets, et il y a ainsi une accélération dans la direction pour atteindre l'état où Dieu nous a préparé pour être dans l'état où nous sommes maintenant. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que du masculin et du féminin jaillit la famille, en fait. C'est-à-dire le lieu où on est protégé. Et je vous montre par quelques exemples. Vous voyez, ça c'est les inséparables. Inséparables, ils sont amoureux, inséparables, extraordinaires. Ils font un couple jusqu'à la fin de leur jour, ils seront ensemble et vous voyez, ils se font des bisous comme nous. Hein. Et en fait, ceci est écrit dans les chromosomes. C'est que dans nos chromosomes, il y a inscrit le mode de vie qui est prévu pour nous, entre guillemets. La manière des signes de s'occuper de leurs petits, leur manière d'être là pour l'autre, cela est inscrit dans les chromosomes. Ça sera la même chose à Lyon, en Allemagne ou en Asie, car c'est inscrit dans les chromosomes. C'est pas parce que la culture locale impose des points de vue, rien du tout. C'est écrit dans les chromosomes. La manière d'être d'un lion, d'une lionne, c'est inscrit dans les chromosomes, c'est vrai, c'est la même partout. La manière de se conduire des loups, c'est que le loup, le couple de loups est fidèle jusqu'à la fin de la vie. C'est inscrit dans leurs chromosomes, c'est parce que les loups ont une bonne éducation chrétienne, que du coup, pas du tout. C'est inscrit dans les chromosomes. Et la manière de vie des éléphants est inscrite dans leurs chromosomes, c'est pour ça qu'on la retrouve dans tous les pays. Alors, essayons de comprendre de quoi il retourne. Je vous prends l'exemple du lion et de la lionne. Vous le savez, ce sont les lionnes qui chassent. C'est les lionnes qui chassent. Elles ont le corps qu'il faut et le caractère qu'il faut. La lionne veut chasser. C'est elle qui est encline à chasser et à courir après le zèbre, et c'est elle qui est capable. Elle a le cerveau qu'il faut pour être une lionne. Elle a le corps qu'il faut pour être une lionne. Il en est du même du lion. Monsieur a mauvais caractère. Il est tout à fait incapable de courir après la proie. Il ne peut chasser que la nuit, quand la proie ne sait pas qu'il est là. Il est incapable de chasser. Lui, il mange les bons morceaux quand sa femelle en a rapporté. Il est incapable. Par contre, s'il y a un lion qui arrive, qui veut attaquer le groupe familial, c'est lui qui défend. Parce qu'il a le caractère qu'il faut et la force qu'il faut pour que l'intrus ne puisse pas détruire le groupe familial. Vous voyez, donc en fait, on a le cerveau et le corps qui font qu'on peut remplir la mission qui est la nôtre dans cette espèce. Et il en est de même pour nous, c'est-à-dire que nous avons une complémentarité dans l'espèce humaine, c'est que nos corps sont complémentaires pour la transmission de la vie, et nos psychismes sont complémentaires pour la subsistance de la famille. Et qu'en fait, nous avons toujours le cerveau qui convient pour permettre la complémentarité nécessaire à la vie. Ce qui fait qu'on peut résumer, le masculin et le féminin ont une place centrale dans l'évolution des espèces. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire mon bouquin ou n'importe. Si vous voulez aller directement voir Charles Darwin, c'est encore mieux. Le bouquin de Charles Darwin est encore mieux, évidemment. Le masculin et le féminin, mais il y a autre chose qui est très importante, on n'en a pas parlé. C'est les générations. C'est-à-dire la place des vieux, des jeunes, des ados, des petits-enfants, des couples en âge de procréer, elle est spécifique de l'espèce, elle est très importante de l'espèce. Je donne qu'un exemple. En Asie, dans une horde d'éléphants, s'il y a une grand-mère,
les petits ont 6 fois plus de chances d'arriver à l'âge adulte. Les grands-mères ont ce rôle-là dans l'espèce éléphant. Vous voyez, donc tout le monde est important. Les adolescents sont extrêmement importants pour une société de la même manière que les grands-parents. Et qu'en fait, on a été préparé génétiquement pour une complémentarité entre sexes et entre générations. Donc en conclusion, ces apports des neurosciences viennent compléter les réflexions des psychologues et des philosophes. Les neurosciences n'ont pas à dire à elles seules qui on est, il faut être très prudent, ce serait du scientisme, mais elles peuvent participer avec les réflexions des psychologues, des philosophes, et avec la révélation, évidemment. Tout cela ensemble nous permet de mieux comprendre qui est l'homme, qui est la femme, de mieux accompagner les personnes qui souffrent de leur identité sexuelle. Hein, on l'a vu par exemple la semaine passée, il y a 15 jours, on peut mieux accompagner un jeune qui souffre si on peut lui dire avec délicatesse, ne t'inquiète pas, tu es bien loin d'avoir fini de recevoir tout ce qui va t'aider à être homme ou femme, car au minimum, tu auras tout ce que tu vas recevoir au niveau de ton lobe préfrontal, qui va être très important pour ça, ainsi que de ton amygdale cérébrale qui continue à se développer. Sous-entendu, on peut mieux accompagner délicatement. On peut donner des orientations favorables pour l'éducation des enfants, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a besoin. Et le corps enseignant est en panique. Et il faut vraiment qu'il fasse très vite des neurosciences. Et cheminer vers une relation homme-femme plus harmonieuse, parce que vous comprenez, quand on tombe amoureux de l'autre, il est différent, ça nous attire. Mais au bout d'1 an, 2 ans, on le trouve franchement très différent. Voilà. Et donc en fait, il faut d'abord quitter notre attitude de critique en se disant, mais qu'est-ce que Dieu me donne comme complémentarité? Et donc, la complémentarité, c'est pas les hommes lavent la voiture, l'homme lave la voiture, la femme fait la cuisine. C'est quand on a une décision à prendre, eh bien chacun de nous apporte sa richesse, celui qui fonce, qui veut aller très loin, et celui qui dit d'accord, mais il faut faire ça. Hein. Vous voyez, et tout ça, c'est la richesse que nous donne le Créateur. Donc, homme, femme, il les créa, a beaucoup de sens. Je vous remercie.